Cette vidéo est la plus ancienne vidéo que j'accepte de poster sur cette chaîne. C'est une vidéo que j'ai tournée quand j'étais encore au lycée, j'étais en terminale à l'époque, et évidemment cette vidéo souffre un peu de son âge. À l'époque, j'avais pas le matériel que j'ai aujourd'hui, et je n'avais jamais vraiment eu de cours de chimie organique. Cette vidéo a été mon premier gros projet de synthèse, et bien qu'elle ait beaucoup de défauts, elle me laisse une certaine nostalgie. C'est pourquoi malgré son âge, je la laisse sur cette chaîne, mais je vous invite à la considérer comme ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire le travail d'un lycéen. La chimiluminescence est un phénomène d'émission lumineuse au cours d'une réaction chimique qu'utilisent de nombreux êtres vivants comme les vers luisants, les lucioles, certaines bactéries ou méduses ou certains champignons pour produire de la lumière. Toutefois, de nombreuses réactions chimiques comme les combustions génèrent de la lumière sans pour autant qu'il s'agisse systématiquement d'un phénomène de chimiluminescence. Ainsi, la combustion incomplète d'un hydrocarbure génère de la lumière, mais une lumière orangée, issue d'un phénomène d'incandescence des fines particules de carbone formées, non brûlées. Toutefois, si l'arrivée d'air est suffisante, la combustion est complète, la flamme est alors bleue, il n'y a pas de matériau solide brûlé, et on a une conversion directe de l'énergie chimique en énergie lumineuse. C'est bien un phénomène de chimiluminescence. La couleur obtenue dépend alors de la réaction en elle-même, et donc elle est caractéristique. Ainsi, dans un précédent dossier sur les halogénoalcanes, nous avions produit le monochloroéthane ou chlorure d'éthyle par réaction de l'acide chlorhydrique avec l'éthanol catalysé par l'acide sulfurique. Le gaz était récupéré sur la cuve à eau. Sa combustion incomplète générait une lumière orangée classique, mais la combustion complète était caractéristique et générait une lumière verte. Ainsi, cette lumière verte étant caractéristique du monochloroéthane, nous avons pu identifier le gaz par un phénomène de chimiluminescence. On a alors une désexcitation des produits de la combustion par une transition électronique dans l'UV visible, et donc la couleur caractéristique de la réaction en elle-même. Toutefois, il n'y a rien d'impressionnant à ce qu'une réaction aussi énergétique qu'une combustion produise de la lumière, et la chimiluminescence est bien plus impressionnante à froid. Aujourd'hui, nous allons synthétiser le 3-aminophthalhydrazide, ou luminol, qui est une poudre jaune, extrêmement coûteuse, utilisée par la police scientifique pour révéler les traces de sang sur les scènes de crime. L'hémoglobine contenue dans le sang catalyse l'oxydation du luminol par le peroxyde d'hydrogène en milieu basique, générant alors une lumière bleue d'un très bel effet. C'est cette molécule que nous allons synthétiser aujourd'hui à partir de produits ménagers du commerce courant. Il faut savoir que nous avons longuement travaillé sur la synthèse du luminol et que nous avons même mis au point un procédé de synthèse totale de celui-ci à partir des éléments du tableau périodique eux-mêmes. Bien sûr, cette synthèse est très intéressante sur le plan théorique mais absolument irréalisable sur le plan pratique et nous ne la mettrons bien évidemment pas en œuvre. Nous nous sommes toutefois lancé le défi de réaliser un dossier sur la synthèse du luminol qui serait une sorte de condensé, de résumé de connaissances de chimie organique et une prouesse technique puisque nous allons convertir l'orthoxylène ou 1,2-diméthylbenzène en 3-aminophthalhydrazide, une molécule complexe et assez éloignée du précurseur, en utilisant uniquement des produits du commerce courant, dont beaucoup de produits ménagers. Nous avons choisi l'orthoxylène comme précurseur car c'est une molécule assez éloignée du luminol qui présente tout de même la chaîne carbonée du luminol. En fait, c'est même la molécule la plus éloignée du luminol qui présente sa chaîne carbonée, puisqu'il s'agit de la chaîne carbonée elle-même. C'est un hydrocarbure aromatique simple, et nous allons fixer tous les groupes sur cette chaîne pour former le 3-aminophthalhydrazide. Nous utiliserons du permanganate de potassium que l'on peut trouver en pharmacie. Je conseille tout de même de l'acheter sur internet, c'est moins cher. De l'acide chlorhydrique qu'on peut trouver dans toutes les grandes surfaces. De l'acide nitrique, déjà plus difficile à trouver mais on peut facilement le fabriquer à partir d'un nitrate quelconque, donc un engrais à base de nitrate par exemple, et d'un acide fort comme l'acide sulfurique, un déboucheur de canalisation. De l'ammoniac sera également employé dans la synthèse de l'hydrazine avec une cétone. Je recommande le méthyléthylkétone, méthyléthylcétone. Toutefois, il est un petit peu difficile à trouver, donc on peut employer une autre cétone comme l'acétone. Ça change juste un petit peu le procédé, j'en parlerai plus tard. De la javel sera également employé comme oxydant, mais on peut employer du peroxyde d'hydrogène qu'on trouve dans les magasins de bricolage à 130 volumes, ou une solution plus diluée comme l'eau oxygénée qu'on trouve dans les pharmacies. La javel est toutefois un oxydant moins cher. Enfin, de la soude caustique sera également employée, c'est un déboucheur de canalisation, et de la glycérine, comme solvant à haut point d'ébullition, on peut en trouver en pharmacie. De l'hydrosulfide de sodium ou dithionite de sodium sera employé pour la réduction finale du groupe nitro en un groupe amine et l'obtention du luminol. Notre procédé consiste alors en l'oxydation de l'orthoxylène par le permanganate de potassium, suivi d'une acidification pour former l'acide orthophthalique. Par chauffage, à 300 degrés, nous aurons une déshydratation intramoléculaire de l'acide phtalique
pour former l'anhydride phtalique. La nitration de l'anhydride phtalique par l'acide nitrique avec un peu d'acide sulfurique comme catalyseur à 110 degrés nous donnera l'anhydride 3-nitrophthalique qui par hydratation donnera l'acide 3-nitrophthalique. La réaction de cet acide 3-nitrophthalique avec l'hydrazine à 220 degrés dans de la glycérine nous donnera le 3-nitrophtalhydrazide et par réduction du 3-nitrophtalhydrazide nous aurons une réduction du groupe nitro en un groupe amine, nous ferons ça au dithionite de sodium et nous obtiendrons le 3-aminophthalhydrazide ou luminol. Nous oxyderons en un premier temps l'orthoxylène par le permanganate de potassium à 80 degrés en milieu aqueux pour obtenir le diphtalate de potassium. Du dioxyde de manganèse, de la potasse et de l'eau seront également formés. Le diphtalate de potassium sera converti en acide phtalique en abaissant le pH de la solution en dessous du pK de l'acide phtalique, en utilisant un acide fort comme l'acide chlorhydrique, ce qui aura pour conséquence de former aussi du chlorure de potassium. L'acide phtalique ainsi obtenu sera précipité et filtré, puis chauffé à 300 degrés pour le convertir en anhydride phtalique par une déshydratation intramoléculaire. Nous oxyderons l'orthoxylène par le permanganate de potassium en milieu aqueux. Introduisons nos 26 g de permanganate de potassium dans le bicol. Ajoutons-y 100 ml d'eau. Prélevons 5 ml d'orthoxylène avec une pipette. Et introduisons ces 5 ml d'hydrocarbures dans notre mixture oxydante. Fermons le montage et ajoutons un thermomètre pour contrôler la température de l'oxydation. Il est nécessaire d'agiter fréquemment le mélange car le xylène n'est pas miscible à l'eau. En raison de la réduction du permanganate par l'orthoxylène, un dépôt réfléchissant de dioxyde de manganèse se forme à l'intérieur du ballon. La température de la réaction doit être légèrement inférieure à 80 degrés Celsius. On va maintenant arrêter de chauffer. Donc on retire de la plaque chauffante le ballon. On dévisse le réfrigérant, on le déclipe. Et on va déverser le contenu du ballon dans un bécher. Si l'oxydation s'est bien déroulée, il s'est formé un peu de diphtalate de potassium. Plaçons maintenant le bécher contenant le contenu du bicol dans un plus grand bécher et ajoutons au liquide un réducteur comme le métabisulfite de sodium pour réduire le permanganate en excès. Il se produit une vive réaction. On neutralise le permanganate en excès. Sortons alors le bécher et filtrons son contenu. Le bécher contient du dioxyde de manganèse solide, du diphtalate de potassium que nous voulons, dissous dans l'eau, et de nombreux sels sodiques et potassiques, certains soufrés. En filtrant le mélange, nous pourrons éliminer le dioxyde de manganèse insoluble et nous récupérons un liquide limpide qui contiendra tous les sels solubles dont fait partie le diphtalate de potassium. Récupérons le liquide limpide qui est passé à la filtration. Ce liquide contient de nombreux sels dont le diphtalate de potassium. Le diphtalate de potassium est un sel de l'acide phtalique et la base conjuguée de l'acide phtalique, qui est l'ion diphtalate, peut être protonée pour former l'acide phtalique, à condition d'abaisser le pH en dessous du pK de l'acide phtalique en employant un acide fort comme par exemple l'acide chlorhydrique. Plaçons maintenant un film plastique sur le bécher et mettons-le au réfrigérateur. Lorsque la température est très basse, l'acide phtalique peu soluble précipite. On obtient alors des cristaux blancs au fond du bécher que l'on peut décoller et que nous allons récupérer par filtration.
Le filtre est alors sorti de l'entonnoir et l'acide phtalique est placé dans un bécher. On place ensuite le produit sur une plaque chauffante et on chauffe légèrement pour le sécher. Le produit est maintenant sec, nous avons de l'acide phtalique sec à l'état de poudre et nous allons le chauffer plus fortement pour le déshydrater. Déshydratation intramoléculaire qui nous donnera de l'anhydride phtalique que nous sublimerons. L'acide phtalique est maintenant sec, augmentons le chauffage pour le déshydrater en anhydride et sublimer l'anhydride phtalique. Et plaçons au-dessus du bécher un ballon rempli d'eau froide pour condenser les vapeurs d'anhydride. L'acide phtalique se déshydrate, l'anhydride phtalique formée se sublime et apparaît sous la forme d'aiguilles floconneuses à l'intérieur du bécher. Quand suffisamment d'anhydride a été sublimé et s'est condensé, on reporte le bécher et le ballon d'eau froide en dehors du chauffage et on attend qu'il refroidisse un petit peu. Lorsque le dispositif est froid, on peut alors soulever le ballon et récupérer les aiguilles d'anhydride phtalique pure avec une spatule. Les impuretés salines restent au fond du bécher. On obtient alors de magnifiques cristaux en forme d'aiguille qui sont composés d'anhydride phtalique. Pour plus de pureté, on peut resublimer le produit. Il reste en effet un peu d'eau dans le produit, donc un peu d'acide phtalique, mais on peut déshydrater cet acide résiduel en resublimant le produit pour obtenir un anhydride phtalique plus pur. L'anhydride fond et instantanément on observe des aiguilles. Les aiguilles d'anhydride phtalique obtenues sont ici beaucoup plus pures. Récupérons maintenant très délicatement les aiguilles formées. Il s'agit là d'anhydride phtalique d'une très grande pureté. Du nitrate de sodium et de l'acide sulfurique sont en un premier temps mélangés dans un petit Erlenmeyer pour former de l'acide nitrique. Le nitrate de sodium contient la base NO3-, base conjuguée de l'acide nitrique. Elle peut être protonée par l'acide sulfurique pour former l'acide nitrique. L'acide nitrique étant assez volatile, on peut chauffer le mélange et le distiller. L'acide nitrique passe aisément dans l'éprouvette graduée alors que le sulfate de sodium reste dans l'Erlenmeyer. L'acide nitrique fumant obtenu est jaune car coloré par le dioxyde d'azote. C'est cet acide nitrique qui nous permettra de convertir l'anhydride phtalique en acide 3-nitrophthalique. L'anhydride phtalique est tout d'abord nitré, c'est-à-dire qu'on fixe un groupement NO2 sur le cycle benzénique. Il se forme alors de l'anhydride 3-nitrophthalique. Par hydratation, cet anhydride 3-nitrophthalique nous donne l'acide 3-nitrophthalique. La nitration passe par plusieurs étapes. L'acide nitrique est tout d'abord protoné par l'acide sulfurique pour former un ion hydrogénosulfate de l'eau et un ion nitronium. L'ion nitronium, qui est un électrophile, peut être attaqué par une double liaison du cycle benzénique. Il se fixe alors sur le cycle et un proton est éliminé. Ce proton est capté par un ion hydrogénosulfate pour reformer l'acide sulfurique originel. Il se forme alors de l'acide 3-nitrophthalique, mais il peut aussi se former de l'acide 4-nitrophthalique. Nous devrons les séparer. A l'aide d'une pipette, on prélève 4 ml d'acide sulfurique que l'on verse dans 4 ml d'acide nitrique fumant. Notre mélange sulfonitrique est mis de côté et parallèlement, on verse 4 ml d'acide sulfurique sur 8 g d'anhydride phtalique. Le mélange est agité et chauffé afin de dissoudre l'anhydride phtalique, puis notre mélange sulfonitrique est ajouté doucement et avec un contrôle rigoureux de la température afin de nitrer notre composé aromatique. La nitration est délicate car la réaction est exothermique et ne doit pas dépasser les 110 degrés Celsius, afin d'éviter une polynitration du cycle aromatique. Au bout d'un moment, la température diminue fortement, car la réaction qui était exothermique n'a plus lieu, elle est presque finie, et un solide blanc apparaît dans le bicol. Le bicol est ensuite sorti du montage et 30 ml d'eau sont ajoutés au mélange réactionnel.
Cette étape est extrêmement dangereuse car elle implique la dilution de l'acide sulfurique concentré et chaud dans l'eau et la libération d'importantes quantités de dioxyde d'azote. Les acides 3 et 4 nitrophtaliques formés par nitration se retrouvent donc dissous dans l'eau chaude, mais l'acide 3 nitrophtalique moins soluble finit par réapparaître avec le refroidissement de la solution. Très rapidement, on observe donc l'apparition d'une masse blanche d'acide 3 nitrophtalique dans le liquide, alors que l'acide 4 nitrophtalique, davantage soluble, reste en solution. Par filtration, on peut donc séparer l'acide 3 nitrophtalique insoluble des acides nitriques, sulfuriques et 4 nitrophtaliques qui passent à travers le filtre. Le solide est ensuite lavé avec 30 ml d'eau, puis le filtre est sorti et notre acide 3 nitrophtalique est mis à sécher. La prochaine étape de notre synthèse est la réaction de l'acide 3 nitrophtalique avec l'hydrazine à 220 degrés dans de la glycérine pour former le 3-nitrophthalhydrazide, ainsi que de l'eau. C'est une réaction tout à fait comparable à la réaction d'un acide carboxylique avec l'ammoniac, qui forme par chauffage une amide et de l'eau, ou plus généralement à la réaction d'une amine avec un acide carboxylique, qui forme une amide et de l'eau. On peut donc constater que l'hydrazine et l'ammoniac, ou plus généralement que l'hydrazine et les amines, ont des propriétés communes. En fait, notre problème réside dans l'instabilité et la dangerosité de l'hydrazine. L'hydrazine pure, N2H4, et j'entends par là anhydre, est un poison dangereux par contact avec la peau ou inhalation. Par ailleurs, elle est extrêmement inflammable et instable, donc on ne peut pas se permettre de l'employer sous cette forme. Il va nous falloir chercher un substitut à l'hydrazine, qui pourrait être par exemple l'hydrogénosulfate d'hydrazinium en milieu basique, ou encore le sulfate d'hydrazine en milieu basique. L'idée, c'est que l'hydrazine étant une dibase, elle est capable de capter des protons, formant alors les ions N2H5+, et N2H6+. Ces cations sont alors capables, en milieu basique, de se comporter comme des acides et de céder des protons, en formant alors l'hydrazine. Par exemple, si on met l'ion N2H5+, en milieu basique, avec de la soude par exemple, N2H5+ va donner son proton à OH-, formant alors H2O et N2H4, et l'hydrazine est régénérée. On utilisera donc le sulfate d'hydrazine, assez facile à synthétiser avec des produits du commerce courant, qu'on va mettre en milieu basique avec de la soude ou de la potasse, ce qui nous permettra de faire naître l'hydrazine directement dans le milieu réactionnel, et ainsi de ne pas avoir à utiliser ce dangereux liquide. On trouve sur internet un grand nombre de protocoles qui décrivent la fabrication du sulfate d'hydrazine par oxydation ménagée de l'urée ou de l'ammoniac par le peroxyde d'hydrogène ou l'eau de javel. La plupart du temps, le protocole demande simplement de mélanger le composé azoté à l'oxydant, de faire bouillir et ensuite d'ajouter l'acide sulfurique, qui est censé donner avec l'hydrazine formée du sulfate d'hydrazine. Toutefois, d'après moi, ces procédés ne sont pas viables car l'ammoniac qui restera dans la solution ou l'urée sont tous deux capables de réagir avec l'acide sulfurique, donnant alors le sulfate d'ammonium ou le sulfate d'urée. Par ailleurs, si l'eau de javel est l'oxydant choisi, il faut savoir que l'eau de javel n'est pas un oxydant propre. Elle donne du chlorure de sodium lorsqu'elle est réduite. Par ailleurs, elle contient du chlorure de sodium et de la soude résiduelle de sa fabrication. De ce fait, l'ajout d'acide sulfurique au mélange donnera certes un petit peu de sulfate d'hydrazine, mais également beaucoup de sulfate de sodium, de chlorure de sodium et de sulfate d'ammonium ou de sulfate d'urée. Et il sera difficile de séparer ces différents composés ioniques, même après plusieurs recristallisations. Nous allons donc employer un autre procédé, le Baeyer-Catazin process, qui consiste à oxyder l'ammoniac avec l'eau de javel en présence de méthyléthylkétone, c'est-à-dire de butane de Hom. Il se forme alors une azine, et cette azine flotte à la surface du liquide. On peut l'extraire alors par décantation. Si on emploie une autre cétone telle que l'acétone, l'azine qui se forme est miscible à l'eau et elle doit être extraite par distillation. Cette azine est ensuite hydrolysée en milieu acide avec l'acide sulfurique, ce qui donne l'hydrazine qui réagit avec l'acide sulfurique, donnant alors le sulfate d'hydrazine. Notre procédé de fabrication du sulfate d'hydrazine emploie l'ammoniac comme précurseur. L'ammoniac réagit d'abord avec une cétone, en l'occurrence le butane de Hom, pour former une imine. Cette imine peut ensuite être oxydée par l'hypochlorite de sodium en oxaziridine. L'oxaziridine peut alors réagir avec une autre molécule d'ammoniac pour former une hydrazone. Cette hydrazone peut ensuite réagir avec une autre molécule de cétone pour former une azine. Et l'azine peut ensuite être hydrolysée en hydrazine en présence d'acide sulfurique, ce qui donne alors le sulfate d'hydrazine. Le butane de Hom est alors régénéré. Ainsi,
Notre synthèse se résume à une oxydation de l'ammoniac en hydrazine et à la réaction de l'hydrazine avec l'acide sulfurique pour former le sulfate d'hydrazine. On commence par ajouter le méthyléthylkétone ou butandéone à l'ammoniac. On agite pendant 10 minutes. Il se forme alors une imine. On va maintenant faire couler goutte à goutte de l'eau de javel sur notre imine. On observe une vive effervescence de bulles de diazote, car une partie de l'ammoniac est dégradée en diazote et en eau. Après l'addition d'eau de javel finie, on continue à agiter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles de diazote. Ici, nous avons utilisé des produits assez concentrés, mais en utilisant des produits de plus faible concentration, il arrive que notre azine n'apparaisse pas. Le mélange ne se trouble pas. Comme on peut le voir, le trouble est apparu, donc l'expérience a fonctionné, mais dans le cas où cette azine n'apparaît pas, il est possible tout simplement d'ajouter du sel. La solubilité de l'azine dans l'eau salée étant plus faible que dans l'eau peu salée, ça favorise son apparition. On peut aussi ajouter du sel pour augmenter le rendement et faire apparaître plus d'azine. On attend que le sel soit dissous et on coupe l'agitation. Bien. Le sel est maintenant dissous, on coupe l'agitation et on va reporter le liquide dans un Erlenmeyer. Donc deux phases se sont formées, une phase aqueuse et une phase organique où se trouve l'azine. Donc on peut tout simplement pomper la phase organique avec une pipette. Donc on récupère notre azine. Et on la déverse dans un petit flacon en verre. On peut bien sûr utiliser une ampoule à décanter si on en a une assez grande. On va maintenant hydrolyser notre azine. Donc pour ceci, on commence par mettre un peu d'eau dans un Erlenmeyer. On y ajoute de l'acide sulfurique, qui servira non seulement de catalyseur, mais aussi à fixer l'hydrazine sous la forme de sulfate d'hydrazine. Sa dissolution dans l'eau est très exothermique. La haute température du liquide facilitera l'hydrolyse de l'azine. On ajoute maintenant à cet acide aqueux notre azine. Et il va se former du sulfate d'hydrazine ainsi que du butandéone. On va maintenant distiller le butandéone afin de déplacer l'équilibre chimique un maximum vers la droite. Ainsi, le butandéone qui a été reformé bout, s'évapore et passe dans la fiole. Il est donc régénéré en fin de réaction et on peut le réutiliser à l'infini. Notre synthèse se résume donc à une oxydation de l'ammoniac en hydrazine et à une réaction de cette hydrazine avec notre acide sulfurique pour former du sulfate d'hydrazine. Bien, on va maintenant récupérer le sulfate d'hydrazine qui s'est formé et qui constitue le solide blanc à l'intérieur de l'Erlenmeyer. Pour ça, on va tout simplement le rincer avec de l'éthanol glacé
froid. Dans lequel le sulfate d'hydrazine n'est pas très soluble. Et on le filtre. Le solide, sulfate d'hydrazine qui nous intéresse, reste dans le filtre. Le mélange d'éthanol, d'acide sulfurique et de résidus indésirés passe à travers. On peut bien sûr continuer à laver les cristaux de sulfate d'hydrazine pour enlever un maximum d'acide sulfurique et d'autres produits indésirables. Donc après séchage, le filtre est rempli d'une poudre blanche qui est le sulfate d'hydrazine qu'on peut alors reporter dans un petit récipient pour les conserver. On va maintenant convertir notre acide 3-nitrophthalique en 3-nitrophtalhydrazine par réaction avec l'hydrazine naissante fournie par un mélange de sulfate d'hydrazine que nous avons fabriqué avec l'ammoniac, la javel, le MEK et l'acide sulfurique et de soude. On pèse donc 0,38 fois le poids de l'acide 3-nitrophthalique de soude et 0,62 fois le poids de l'acide 3-nitrophthalique de sulfate d'hydrazine. On introduit donc du sulfate d'hydrazine de l'acide 3-nitrophthalique, qui est la belle poudre blanche légèrement jaunâtre que nous avons obtenue, et de la soude, dans le bicol, ainsi qu'un peu d'eau. La soude et le sulfate d'hydrazine réagissent pour former de l'hydrazine, et l'hydrazine réagit avec l'acide 3-nitrophthalique pour former le 3-nitrophtalate d'hydrazinium. Nous allons maintenant chauffer notre solution aqueuse du mélange des trois poudres, soude, sulfate d'hydrazine et acide 3-nitrophthalique. Lorsque le mélange rentrera en ébullition, nous ajouterons un peu de glycérine, puis nous chaufferons à 220 degrés. On ajoute maintenant à notre mélange en ébullition un peu de glycérine qui va nous servir de solvant à haut point d'ébullition. La température d'ébullition de la glycérine étant de 290 degrés. On chauffe. Pour l'instant, l'eau s'évapore et la température ne dépasse pas les 100 degrés. Mais petit à petit, le 3-nitrophtalate d'hydrazinium se déshydrate en 3-nitrophtalhydrazide et la couleur du liquide est censée passer du jaune au rouge-brun. La température monte alors très rapidement, nous avons atteint les 180. Le liquide devient orangé. Au sein du liquide, qui brunit, on observe des petites bulles qui sont en fait des bulles de vapeur d'eau, qui à cette température élevée se retrouvent instantanément vaporisées et s'échappent par la sortie du bicol. Lorsqu'on n'observe plus de petites bulles de vapeur d'eau, c'est que la réaction est terminée. On peut alors cesser de chauffer, sortir le bicol et attendre qu'il refroidisse. De l'eau est ensuite ajoutée au mélange réactionnel, ce qui provoque l'apparition d'un abondant précipité de 3-nitrophtalhydrazide, en effet insoluble dans l'eau.
Le mélange est ensuite filtré, de sorte à récupérer les fines particules, et la glycérine et le sulfate de sodium, tous deux solubles dans l'eau, sont ainsi éliminés. Nous rinçons ensuite les parois du bicol avec de l'eau, et nous décollons avec une baguette de verre les résidus de 3-nitrophthalhydrazide collés au fond. La manipulation est répétée une seconde fois, et ainsi, en faisant passer de l'eau fraîche et pure sur le produit, nous nous débarrassons au maximum de toutes les impuretés salines solubles dans l'eau. Pour finir, le filtre est sorti et le 3-nitrophthalhydrazide est mis à sécher. Il nous reste maintenant à réduire le groupe nitro en un groupe amine pour former le 3-aminophthalhydrazide à partir du 3-nitrophthalhydrazide. La réduction d'un groupe nitro en un groupe amine est une pratique très courante en chimie organique que l'on utilise par exemple pour fabriquer l'aniline à partir du nitrobenzène lui-même obtenu par nitration du benzène. On emploie généralement des réducteurs en milieu protique et très couramment le fer en milieu acide. Dans ce cas particulier de la synthèse du luminol, le réducteur le plus approprié est le dithionite de sodium. Le dithionite de sodium est une poudre blanche d'odeur sulfureuse désagréable que l'on peut obtenir par réduction de l'hydrogénosulfite de sodium par le zinc ou le fer. L'hydrogénosulfite de sodium pouvant être obtenu par action du dioxyde de soufre sur la soude. La demi-équation d'oxydation de l'ion dithionite est la suivante. On remarque que l'ion dithionite fournit les électrons de la réduction, mais génère aussi des protons en milieu aqueux. Ces protons devront être captés par une base pour éviter l'acidification du milieu. Nous ajoutons donc de la soude et donc des ions hydroxyde au mélange pour neutraliser ces protons produits au cours de la réduction. La réduction d'un groupe nitro en un groupe amine passe par un grand nombre d'intermédiaires. Aussi, nous n'expliquons pas et nous ne détaillerons pas le mécanisme dans toute sa complexité et son intégralité. 0,6 g de soude sont d'abord dissous dans 5 ml d'eau, et à cette solution à 3 mol par litre de soude, nous ajoutons 1 g de notre 3-nitrophthalhydrazide. La couleur de la solution est à ce moment-là brune. Mais après l'ajout de notre réducteur, 3 g de dithionite de sodium, le groupe nitro est réduit en un groupe amine et la couleur de la solution vire au jaune. Pour avoir une réaction complète, nous allons chauffer le mélange pendant 5 minutes sur une plaque chauffante. Le mélange réactionnel est ensuite acidifié avec un peu d'acide chlorhydrique dilué pour protoner le luminol, insoluble sous sa forme protonée. Nous récupérons les fines particules de 3-aminophthalhydrazide par une simple filtration. Les parois de l'Erlenmeyer sont ensuite rincées avec de l'eau et le 3-aminophthalhydrazide résiduel est récupéré, le produit lavé, puis séché. Une fois sec, notre 3-aminophthalhydrazide a l'aspect d'une poudre jaune pâle, légèrement beige. Pour préparer un mélange chimiluminescent, on peut mélanger quelques milligrammes de notre luminol à de la soude, donc en milieu aqueux. La soude qui est basique déprotonne le luminol et le solubilise. On obtient alors une belle solution jaune limpide de luminol sous sa forme déprotonée qui est oxydable. On va mélanger un petit peu de peroxyde d'hydrogène, alors c'est facultatif, la javel seule peut suffire à oxyder le luminol sous sa forme déprotonée. On prépare dans un verre à pied une solution d'eau de javel très diluée, donc on va ajouter de l'eau à de la javel commerciale, et on va mélanger notre solution de luminol déprotoné et peroxyde d'hydrogène à notre solution de javel. Le mélange javel peroxyde d'hydrogène oxydera le luminol sous sa forme déprotonée, nous donnant alors une très belle chimiluminescence de couleur bleue. Bien, mélangeons maintenant les deux solutions. Le mélange des deux liquides devient très lumineux en raison de l'oxydation du luminol sous sa forme déprotonée. Sur le verre, trop tard. On obtient également d'excellents résultats en oxydant le luminol en milieu basique uniquement avec de l'eau de javel, comme ici. Mais le mélange reste lumineux pendant plus longtemps et l'énergie est dissipée sur une plus longue durée. Par conséquent, il faut compenser la baisse de puissance en augmentant la concentration initiale de luminol.